Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Depuis la fin de l'année dernière et les attaques qui ont eu lieu à la place de Tiananmen, Kunming et à Urumqi, la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité pour le peuple chinois et son gouvernement. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons discuter avec nos deux invités de l'attitude de la Chine face à ce nouveau défi. Mais avant de commencer notre discussion, regardons ensemble ce reportage. Les attentats qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 aux États-Unis marquent l'entrée dans une nouvelle période active du terrorisme international. Telle une ombre menaçante, le terrorisme déploie ses tentacules aux quatre coins du monde. Ces dernières années, les activités terroristes menées notamment par des extrémistes religieux ont eu de graves conséquences pour la communauté internationale. La propagation d'idées extrémistes favorise l'expansion du prétendu mouvement du djihad dans le monde et inévitablement, la Chine est également devenue victime de violences terroristes. Le 28 octobre 2013, à midi, 3 terroristes au volant d'un tout-terrain, brandissant un drapeau noir djihadiste, ont foncé dans une foule de touristes sur la place Tiananmen, le centre politique de la Chine. Le véhicule a explosé avant de prendre feu. Cet attentat terroriste a fait 3 morts et 39 blessés. Plus tôt, le 26 juin 2013, dans le village de Ruqin du district de Shanshan, à 200 km à l'est d'Urumqi, chef-lieu de la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, 16 terroristes ont attaqué des bâtiments du gouvernement local, des installations commerciales et des chantiers. 35 personnes ont été tuées et des maisons et des véhicules brûlés. Ces dernières années, les activités terroristes ont tendance à s'intensifier et à se multiplier en Chine. Ces attentats et attaques prémédités, qui ciblent notamment des civils, foulent aux pieds la vie et les droits de l'homme et défient l'ordre public et les droits élémentaires de l'humanité. La région autonome ouïghour du Xinjiang se situe dans le nord-ouest de la Chine. Ces dernières années, des formes d'extrémisme s'y sont développées et de nombreux attentats terroristes ayant eu lieu en Chine étaient liés à cette région. Au niveau géographique, la région autonome ouïghour du Xinjiang est frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan. D'après les informations de plusieurs pays, une quarantaine de camps d'entraînement ont été installés par des groupes terroristes dans les zones frontalières du Pakistan et de l'Afghanistan. Le mouvement islamique du Turkestan oriental, le MITO, forme lui aussi des terroristes dans ces zones frontalières et a pris une part active au prétendu djihad planétaire. Ce groupe islamique, connu de tous, est non seulement l'organisateur et l'exécuteur des attentats terroristes en Chine, mais il est également l'un des principaux meneurs des violences terroristes de par le monde. Début 2002, le Conseil de sécurité de l'ONU a officiellement ajouté le mouvement islamique du Turkestan oriental dans la liste des organisations et des personnes liées à des activités terroristes et lui a imposé des sanctions, à savoir le gel des avoirs, la restriction des voyages et l'embargo sur les armes. En décembre 2003, le ministère chinois de la Sécurité publique a confirmé que le mouvement islamique du Turkestan oriental était une organisation terroriste. Il est ainsi devenu la première organisation reconnue comme terroriste par le gouvernement chinois. Jusqu'à présent, toutes les preuves confirment que le mouvement islamique du Turkestan oriental n'est pas une organisation isolée. Il fait partie d'un système d'organisation terroriste internationale. Il met en danger non seulement la Chine, mais aussi le reste du monde. Merci de nous retrouver. Je vais commencer par la présentation de nos deux invités. Monsieur Xu Jieping, vous êtes chercheur à l'Université de communication de Chine et vous avez passé votre enfance dans la province du Xinjiang. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et Monsieur Richard Axt, vous êtes correspondant du Parisien en Chine et vous avez vécu en Chine pendant 6 ans. Bienvenue sur notre plateau.
Bonjour. Ma première question, c'est que dans les médias chinois, on entend beaucoup parler que la Chine est confrontée à une triple menace. Monsieur Xu, pourriez-vous nous présenter, nous expliquer un peu quelles sont les menaces, quelles sont les trois menaces? C'est-à-dire, si on résume, les ultra-religieux, les séparatistes irréversibles et enfin, disons, des terroristes au sens classique. Et qui sont les individus derrière, d'après vous? Disons, il y a plusieurs catégories derrière. Bien sûr, il y a des éléments issus du Xinjiang qui veulent, disons, séparer, mener leur cause, disons, séparation, d'indépendance. Mais derrière eux, on voit plusieurs forces internationales, soit, disons, des stratèges, des géopolitiques, qui les utilisent comme des éléments, comme des pions pour déstabiliser adversaires possibles. Ça, c'est dans les jeux géopolitiques. Le deuxième, ce sont des corps religieux ou des, disons, radicaux ou extrémistes conservateurs qui se trouvent essentiellement dans le Proche-Orient. Et là, ça devient une sorte de foyer d'expansion de ces types d'activités terroristes. Donc, il y a plusieurs éléments derrière. Ce qu'on veut dire, c'est internationalisation, qui est au-dessus des frontières politiques et nationales, ce qui a fait de plus en plus des activités sont liées, organisées à l'horizon international. Mais et depuis la fin de l'année dernière, une série d'attaques ont eu lieu dans de différentes villes en Chine. Par exemple, à la place de Tiananmen à Beijing, il y a Kunming, il y a Urumqi. Donc maintenant, c'est le mouvement islamique du Turkestan oriental est accusé d'avoir causé ces attaques. Donc, pourriez-vous nous expliquer un peu ce mouvement? Oh, ça c'est un mouvement d'origine islamique qui se rattache à d'autres mouvements au Proche-Orient et qui trouve une sorte de complicité au Xinjiang chez des habitants qui ne sont pas contents de la situation, qui considèrent qu'ils sont envahis par des Chinois. Tout cela n'est pas si nouveau. Le Xinjiang, il y a là-bas des gens qui, depuis longtemps, considèrent qu'ils ne sont pas bien traités. J'avais lu il y a longtemps quelque chose qui m'avait frappé, c'était en 1960, sous Mao. La querelle avec les soviétiques venait de commencer et des Ouïghours qui avaient entendu sur leur radio que les Russes trahissaient le communisme, et bien ils avaient immigré du côté communiste, du côté russe. Ils avaient émigré en disant ben voilà, nous venons parce que nous avons appris sur les radios chinoises que le communisme n'est plus à l'ordre du jour en Russie. Évidemment, ils ont été très mal reçus. On leur a expliqué que c'était pas vrai et ils sont retournés finalement du côté chinois. C'est donc une zone assez curieuse, le Xinjiang, où il y a des interrogations tout le temps de la population. Et je pense que peut-être les Chinois qui sont là dans un territoire parfaitement chinois n'ont pas su toujours valoriser les populations locales. Le Xinjiang, c'est un carrefour où, depuis les années millénaires, il y a toujours plusieurs, disons, ethnies qui s'immigrent, qui font la conquête, qui poussent et qui s'installent définitivement, une situation de cohabitation pas tout à fait stable, liée à l'immigration interne et externe. Et il y a aussi fusionnement d'ethnies. Et cette situation, disons, traditionnelle a été vraiment ébranlée par les courants ethno-nationalisme à partir de la Turquie, de l'ancien Russie tsariste, les différents courants qui va ébranler, marquer bien le XXe siècle, disons l'histoire du XXe siècle de cette religion-là. Et bien sûr, entre idéologies, disons, de plusieurs pays ou de la région, comme M. Richard a tout à dire, le modèle soviétique, chinois, a fait aussi des concurrences. Parfois, ça met les populations à des choix, à des options, parfois, disons, instables et changeantes. Mais ce qui est aujourd'hui, ce qui est assez nouveau,
ce n'est plus les anciens courants, c'est lié surtout avec le mouvement de renaissance, disons, d'un islamisme radicalisé, lié avec la révolution iranienne, mais aussi avec des courants ultra-conservatistes issus de l'Arabie saoudite, qui peu à peu, disons, pénétrer dans la région, tout issu de toutes sortes d'actions, disons, radicales, voire terroristes. Mais en général, les terroristes ont toujours des objectifs politiques. Donc, dans la province du Xinjiang, les attaques causées par les terroristes, qu'est-ce que c'est leur objectif politique? En effet, ce qu'on le dit aujourd'hui, le terroriste séparatiste, on le mélange un peu tout. En réalité, il s'agit de plusieurs organisations et chacune avec ses objectifs, disons, précis. Si vous voulez, il y a le Congrès ouïghour mondial qui choisit plutôt une sorte de logique ethnocentrisme, qui veut l'indépendance, c'est-à-dire la séparation. Et l'autre, c'est un courant plutôt lié avec une sorte, disons, de courant ultra-religieux au sens classique. Eux, c'était moins, disons, l'indépendance au sens mais plutôt, je dirais, une sorte de dosage religieux radicalisé qui se nommait le mouvement islamiste de Turkestan oriental. Donc sur les deux courants, il y a des points communs, mais objectifs, si on voit plus, il faut les nuancer. Quand on parle du Xinjiang, on pense toujours à une autre région qui n'est pas très stable, c'est la région autonome du Tibet. La situation semble assez proche. Donc est-ce qu'il existe malgré tout des différences entre les deux régions? Je pense que d'abord, ce n'est pas la même religion. La religion tibétaine et l'islam, c'est assez loin. Ensuite, il y a beaucoup moins de rapports avec l'extérieur au Tibet qu'il ne peut y en avoir avec le monde musulman dont on parlait à l'instant pour le Xinjiang. Ensuite, il y a aussi l'image des extrémistes islamistes est quand même assez négative dans le reste du monde, alors que le Tibet, avec le Dalai Lama, est plutôt bien vu. C'est très différent de ce point de vue-là. Je ne pense pas qu'il y ait des contacts particuliers entre eux. Ces deux mondes loin l'un de l'autre. Au sens culturel, religieux, le Tibet proprement dit est beaucoup plus homogène. Xinjiang, c'est plutôt, disons, c'est la terre de mixité. La question de cohabitation se pose beaucoup plus aiguë. Et bien sûr, deuxièmement, c'est la différence de la religion. Et si on voit cette accessibilité, le contact international des deux mondes a des degrés d'intense assez différents. Disons du point de vue géographique, que ce que les mouvements radicaux religieux au Xinjiang ont plus de soutien, de support et de relais dans les pays voisins et dans la région tout autour. Tandis que dans les cas de Tibet, ce qu'on voit, bien sûr, il y a aussi des courants qui cherchent l'indépendance, mais qui jouent en général plus en relations publiques et en sens de lobby. Ça, c'est assez différent. Enfin, je pense aussi, il faut dire, c'est qu'entre les deux courants, qui ont un point commun, la séparation, et qu'entre l'organisateur, ils ont aussi pas mal de contacts, disons, en l'Occident. Entre Dalai Lama et JBA, entre eux, il y a déjà des rencontres aussi, certaines coopérations, même si ce n'est pas toujours réussi. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Richard, vous avez dit que l'image des extrémistes islamiques sont négatives, même dans le monde occidental, mais face au drame qui s'est passé à la place de Tiananmen, les Occidentaux ne semblent pas comprendre la réaction des Chinois qui parlent d'une attaque terroriste. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas complètement sûr de ça.
On commence à comprendre qu'il y a en Chine certains problèmes d'extrémisme qui peuvent ressembler à ce qui est arrivé en Occident. Je parle surtout de l'Europe, là. Hein. Avec les États-Unis, c'est un peu plus compliqué, mais je crois quand même que cela est compris, qu'il y a des extrémistes. Alors évidemment, dans les pays occidentaux, on essaye d'expliquer pourquoi ils sont devenus extrémistes. Qu'est-ce qui s'est passé au Xinjiang pour que des musulmans soient à ce point désireux de se faire tuer autour d'attentats. Ça intrigue, mais également la question peut se poser dans certains pays arabes où il y a aussi des extrémistes. Simplement, ceux-là sont plus loin, c'est plus exotique d'une certaine façon, mais je ne pense quand même pas que le drame qui peut se produire en Chine soit sous-estimé. C'est plutôt, je crois, pour les Européens, la vision d'une Chine qui a évolué, qui maintenant est un pays moderne, où il y a des problèmes terribles d'extrémisme et de terrorisme. C'est ça qui est, à mon avis, mis en avant maintenant. Mais je vous donne un exemple. Quand CNN a couvert cet événement, les journalistes ont affirmé que les terroristes responsables de l'attaque méritaient une certaine compréhension et que leurs actes étaient d'abord un cri de désespoir. Monsieur Xu. Oui, je me joins à ces commentaires sur ce point. Je pense en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y a plusieurs façons d'interpréter l'affaire. D'une part, c'est une vue, disons, idéologisée, dans le sens que, voilà, l'ennemi de l'ennemi, c'est mon ami. Donc c'est justifier certaines revendications, même, disons, je dirais, qui ne sont pas acceptées par tous. Et d'autres, ce sont plutôt un sentiment contre un courant au-dessus, disons, des frontières politiques. Voilà, terroristes, voilà des actions extrémistes, quels que soient les pays qu'on se trouve. Le public, les peuples sont les victimes. Ce sont des explications qui s'expriment surtout par le média de réflexion, par le média alternatif. Quand vous citez CNN, là, je dirais, ce sont des médias dominants qui, en général, véhiculent plus les valeurs de certains leaders, décideurs politiques de Washington que représente l'avis ou l'appréciation du public réellement. Là, c'est tout de même une grande différence. Mais en tout cas, je suis d'accord que voilà, qu'aujourd'hui, il faut un peu distinguer tout ce qui est, je dirais, explicatif immédiat et une description plus ou moins, disons, objective ou subjective. Donc pensez-vous qu'il y a une définition globale pour définir le terrorisme? Ça, c'est difficile de trouver une définition globale. Chacun ceux qui se deviennent terroristes ont des raisons particulières de passer aux actes violents. Mais enfin, du point de vue des pays concernés, quand ils ont affaire à une forme de terrorisme, ça finit par se ressembler. C'est aussi bien vrai pour, il y a 10 ou 20 ans, la Grande-Bretagne par exemple avec les Irlandais, la France à certains moments avec les Corses, mais les degrés d'intensité, de gravité des attentats n'est pas la même de toute façon. Et il y a des régions qui, à certains moments, sont plus attirées vers le terrorisme, et notamment dans le monde arabe, avec ce qui se passe en Irak en ce moment. C'est sûr que ça réveille un certain nombre d'attitudes extrémistes. Mais maintenant, les islamistes recrutent de plus en plus de candidats à travers l'Internet. Par exemple, je sais qu'en France, de plus en plus de jeunes Français partent faire le djihad en Syrie. De plus en plus, qui ne sont pas très nombreux, mais il y en a un certain nombre. Oui, mais pensez-vous que c'est dangereux pour la France? Ah, certainement.
Ça ne peut. Ils arrivent là-bas, ils sont endoctrinés, et puis parfois ceux qui survivent reviennent vers la France et ils sont marqués par des idées extrémistes. Bien sûr, et là je sais que les services secrets français font très attention à ça. Je pense qu'il n'y a pas que des Français d'ailleurs concernés. C'est un problème qui est dû à l'état en ce moment de guerre qui existe en Syrie et autour. Et les terroristes ouïghours semblent avoir adopté aussi d'autres méthodes et d'autres stratégies. Par exemple, ils ne frappent plus seulement dans le Xinjiang, mais aussi dans d'autres régions de la Chine. Monsieur Xu, comment le gouvernement chinois peut-il s'adapter à cette nouvelle situation? Je dirais que bien sûr aujourd'hui les activités terroristes prennent plus de caractère de mobilité et mobilité, disons, comme une sorte de guérilla, bouge itinéraire tous les temps. Bien sûr, ça pose un grand défi aux autorités dans la mesure, dans l'emploi des moyens, dispositifs, des mesures de restriction. Et on est seulement au début, disons, dans l'apprentissage de l'expérience de ce type de choses. Je pense essentiellement il est important de trouver un point d'équilibre entre une sorte de réponse à l'appel du besoin de sécurité publique, en même temps à un certain seuil de restriction de la liberté individuelle. Ça, moi je pense que ce soit aux États-Unis, en Russie ou quelque part en Europe ou en Chine, c'est la même difficulté. Cela dit, je pense qu'il est inévitable pour le moment de renforcer des mesures de sécurité au risque, je dirais, de faire un peu, je dirais, baisser ou disons des limitations de la liberté personnelle, compréhensible, mais à la longue, alors à part, disons, des mesures socio-culturelles qui me paraissent beaucoup plus importantes, je dirais améliorer, renforcer la capacité de renseignement est primordiale dans la lutte, si elle veut efficace contre les terroristes. Et les experts s'accordent à dire que depuis la création de la Chine nouvelle, jamais encore le pays n'avait eu à faire face à une menace terroriste d'une telle ampleur. Et en 3 mois, le président aussi, il a abordé 22 fois de la lutte contre le terrorisme. Donc, M. Xu, pourquoi ce phénomène prend une telle ampleur à cette époque et dans la région du Xinjiang? Bien sûr, beaucoup, moi-même y compris, on était choqués par le degré et la dimension de la tragédie. Le nombre de morts, la façon, et le ciblage contre le public, etc. Ça choque beaucoup de gens. Mais si on voit, disons, à l'horizon planétaire, on le voit, c'est rien étonnant, le premier. Et le deuxième, je crois, c'était surtout, c'est que si on pense par exemple la trajectoire de l'évolution et la transformation de la région du Xinjiang, c'est la continuité entre, disons, deux logiques. L'un plutôt l'intégration, l'indépendance, l'État unifié à multi-ethnique. Et l'autre logique, c'est un peu la logique mono-ethno-national centriste. Les deux simplement, c'est qu'aujourd'hui, on change la recette. C'est-à-dire on utilise plus de moyens violents et disons, qu'on a qualifiés comme le terroriste. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé une stratégie mondiale contre le terrorisme et cette politique a déjà duré plus de 10 ans. Donc, est-ce que pensez-vous que la Chine doit coopérer avec le monde international pour lutter contre le terrorisme? D'abord sur le plan, faire un bilan américain, je ne sais pas si brillant. Il s'agit d'une politique trop sélective et parfois utilitaire aussi. Ce qu'on a vu actuellement, ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, mais aussi en Syrie. Bon, le bilan n'est pas si positif. Concernant, disons, le cas de la Chine, oui, une sorte de coopération internationale
devient indispensable. Mais si on voit de plus près, il s'agit de plusieurs régions. C'est d'abord avec l'Asie du Sud, c'est-à-dire Pakistan en tête. Et dans les groupes de Shanghai, l'Organisation de coopération de Shanghai, surtout avec les pays centraux, au moins en structure ou en institution, il y a une coopération qui tourne assez bien. Et enfin, le troisième lieu, c'était surtout le Proche-Orient. Malgré la volonté de certains pouvoirs qui s'affichent périodiquement, la réelle coordination n'aboutit pas à un résultat escompté, notamment qu'il s'agit de certains pays du Golfe, mais aussi d'une certaine manière avec la Turquie. Enfin, l'Occident, je dirais que là, il y a encore de méfiance, il y a encore des réserves qui empêchent, disons, de faire des coopérations beaucoup plus efficaces. Je ne vois pas comment la Chine pourrait éviter une coopération internationale par rapport au terrorisme. Au point où on en est, il faut oublier certaines querelles qui ont pu exister. Là, la Chine est obligée d'abord de voir avec les pays voisins d'où peuvent venir les soutiens au terrorisme xinjiang, et puis plus globalement avec les autres pays développés. La Chine est maintenant à un niveau où elle doit s'adresser notamment aux États-Unis, savoir un petit peu ce qui se passe dans le renseignement un peu partout, surtout que le Xinjiang est une zone plutôt stratégique, y compris pour le pétrole par exemple. Si un pipeline est tiré depuis l'Iran pour aller en Chine, il passera par le Xinjiang, et l'Afghanistan d'ailleurs. Tout ça, la Chine est concernée maintenant par le reste du monde dans beaucoup de domaines, y compris dans celui-là. Et il faut qu'elle l'accepte, il faut qu'elle rentre en contact avec les autres pays sur ces sujets-là. Au moins, par exemple, ce qu'on sait bien, le sort de certains condamnés, disons de terroristes engagés en Afghanistan, issus de l'ethnie ouïghour, à Guantanamo. On voit bien sûr la limite de la volonté de l'administration américaine. Ils les ont envoyés dans d'autres pays, voilà. Aux Bermudes, tout ça. Oui. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment, à mon avis, de coopération entre la justice en Chine et le reste du monde. Il pourrait y avoir plus. Je pense que tout de même, il y a certains calculs utilitaires de Pentagone ou de Washington. C'est-à-dire, le Pentagone et Washington ont jugé que c'était risqué d'envoyer ces gens qui étaient blanchis, en quelque sorte, de les renvoyer en Chine. Tant qu'il n'y aura pas une vraie coopération judiciaire entre la Chine et le reste des pays occidentaux, on en sera là. Le jour où il y aura des contacts vrais, c'est-à-dire qu'il y aura eu des réformes de la justice en Chine, ça je sais que c'est en cours, mais ce n'est pas encore fait, ce sera beaucoup plus facile, à mon avis. Moi, je crois tout à fait autrement. Je pense que qu'on sait par exemple sur le front tchétchène, la Russie nous a attrapés dans l'histoire de Kirghizistan, de Kazakhstan, chaque fois où le Cambodge ou Thaïlande, qu'on a renvoyé, qu'on a rencontré, non pas une certaine volonté de coopération, à l'instar de cet exemple de la part des pays occidentaux, mais plutôt c'est le sens de condamnation. Là, je dirais, encore une fois, les préjugés l'emportent sur, disons, ces mesures de coopération. Ce ne sont pas que les préjugés, c'est les réformes qui peuvent encore être faites dans le domaine de la justice, à mon avis, en Chine. Et on s'arrête là. Merci, monsieur, d'avoir partagé vos points de vue sur ce sujet un peu délicat, et merci de votre présence. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.